C'est Planeta, nouvelle série. À partir de 2026, je vous emmène en exploration des musiques nouvelles. Des rencontres avec les musiciens, les compositeurs, les producteurs et les organisateurs, au passé et au présent. Jean-Jacques Birger, musicien, compositeur et improvisateur, fondateur du drame musical instantané dans les années 70, est un créateur, un producteur infatigable, une figure incontournable de la scène underground française. Il a créé, enregistré et produit plus d'une centaine d'albums, des projets au long cours ou au contraire très éphémères. Il nous raconte son parcours tout au long de ces 4 épisodes. Et bien entendu, on commence par ses débuts précoces dans les aventures de la vie et de la création. Au tout début, je parle à partir du moment où tu as commencé à sortir des albums. Il y avait Défense 2, il y avait le premier C'est le album, premier, oui. voilà, Mhm. ensuite le premier album du drame, Trop Trop d'adrénaline d'adrénaline nuit. nuit, voilà. Donc ça, c'était 75-76. 60. En fait, Défense 2, c'est le premier en plus sur le label Greux. Et Trop d'adrénaline nuit a été enregistré en 77, mais il est sorti qu'en 79. Ah ouais, d'accord. En tout cas, moi, c'est vraiment parmi ces deux albums-là, parmi les choses qui m'ont conforté, qui m'ont boosté pour, euh, pour continuer et foncer totalement professionnellement dans la musique. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce dans quoi j'étais un petit peu moi aussi, c'est ce mélange des sons du réel et des sons musicaux, quoi. Avec toute la poésie sonore, finalement, que ça Ouais, ouais. induit, tu vois, que ça apporte. Et alors, toi, tu as commencé avant Mais il y a. ça, tu as Oui. une période où tu es vraiment sur le visuel, quoi, sur la création visuelle. Oui, alors ça, c'est carrément, même avant 68, j'avais commencé à gratter des diapositives, à mettre de l'acide ou de la laque de ma mère, de ses cheveux, auxquels je foutais le feu sur des diapositives qui étaient toutes noires et ça faisait des effets incroyables. Donc j'ai commencé en faisant du light show. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, bon, il y a une histoire fondamentale, c'est que en 68, après avoir participé, j'avais 15 ans, après avoir participé aux événements de mai, mon père, surtout, ma mère, elle était vachement inquiète, m'a envoyé avec ma petite sœur qui avait 13 ans aux États-Unis pour Ouais. 3 mois, tout seul, en faisant le tour des États-Unis. J'ai écrit un roman qui s'appelle USA 1968, Deux enfants, qui était sur iPad et que j'espère qu'il va sortir en papier avec des parce qu'il y a des films, il y a des photos, il y a du son et bon c'est un peu compliqué, c'est un roman augmenté quoi. Et j'ai eu la on va dire la révélation musicale. Bon, je m'intéressais comme tous les jeunes, tu vois, aux Beatles, aux Rolling Stones, Ouais, etc. bien Mais sûr. euh, j'ai entendu un disque de Frank Zappa à Cincinnati, chez les Et gens chez oui. qui j'étais hébergé, et je me suis dit, j'ai envie de faire de la musique. Ouais, j'avais 15 ans, j'avais jamais fait de musique, Mais hein. attends, t'étais seul aux États-Unis? Non, j'étais avec ma petite sœur qui avait 13 ans. Non, c'est pas vrai. Ah non, c'est un truc Ah, ils incroyable. t'ont On a fait envoyé le comme tour des ça? États-Unis, Mais ouais, tout seul. t'avais des points de Alors chute, des connaissances, j'avais quoi. 3 points de chute, je crois, mais on était des petits, on était des bêtes savantes, quoi. Je sais pas comment dire, des puces savantes. Euh, donc les gens devaient nous dire, ah ben si vous allez à Los Angeles, je connais des gens qui pourraient vous héberger. Puis les gens de Los Angeles disaient, mais on a des amis à San Francisco, etc. Et alors, le seul truc, c'est qu'on avait un abonnement Greyhound avec les bus. Et Ouais, quand on trouvait, parce qu'on n'avait pas de fric, quand on trouvait pas où se faire héberger, ouais. on prenait un bus à minuit et on roulait jusqu'à 7 heures du matin jusqu'à une autre ville. Comme ça, on ne payait pas parce qu'on n'avait pas le moyen de payer des hôtels. Donc, on dormait dans le bus. Ce qui fait, c'est que par exemple, à la Nouvelle-Orléans, ben, on est resté que 24 heures parce que j'ai pas trouvé de plan pour nous héberger. Mais non, c'était incroyable à l'époque. Aujourd'hui, c'est carrément impossible, je pense, de faire ça. Ce qui nous est arrivé, évidemment, des aventures extraordinaires, puisque on a aussi bien été hébergé par au départ, je me souviens, par des ouvriers à New York,
Mais au retour à New York, on a carrément été hébergé par le type qui allait 6 mois plus tard devenir le patron de Wall Street. Le type sa femme nous dit excusez mon mari, il peut pas être là ce soir parce qu'il y a un hélicoptère il y a l'hélicoptère de Richard Nixon qui vient le chercher sur le toit. Mais moi je viens pas du tout de ce monde-là. Hein. Je me souviens, et ils nous ont fait attendre pendant 1 heure dans une antichambre et il y avait ça mesurait quoi, 25 mètres carrés, mais du haut, depuis le haut du plafond jusqu'en bas, il y avait des tableaux. Et je dis à ma sœur, mais tu sais, je crois que c'est des vrais. Et les signatures, c'était Picasso, Renoir. Non, mais tu vois, des trucs de fou. À El Paso, on était chez un médecin pathologiste, un juif allemand qui avait quitté l'Allemagne en 1933. La première fois qu'il m'a reçu, il y avait des éprouvettes avec des bébés, des fœtus de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, gore, quoi, tu vois, des trucs. Et donc, on a été hébergé à San Francisco par le médecin des Black Panthers, dont les enfants étaient hippies. Ils m'ont emmené au Fillmore écouter Grateful Dead. Ouais. Tu as une vie. Évidemment, après ces 3 mois extraordinaires, on avait un abonnement de 2 mois, mais ma sœur a fait un faux. Elle a réussi à changer la date et on a fait 3 mois. Et après avoir vécu des trucs incroyables, avoir été hébergé par des fascistes aussi, des trucs incroyables. Je suis revenu, j'étais adulte, quoi. Ouais, voilà, le voyage initiatique. Ouais, et puis je parlais couramment, quoi. C'est ce que je voulais dire, c'est que à 15 ans, t'as appris en 3 mois, t'as pris 10 ans d'avance, 3 ans, quoi. Ouais. Je Oui, dirais. parce qu'en plus, personne n'allait aux États-Unis à l'époque. Donc j'étais un héros au lycée, d'autant que j'avais ramené des graines de San Francisco que j'avais fait pousser sur mon balcon. Donc t'imagines. Non, et donc à ce moment-là, j'ai envie de faire de la musique, mais j'y connais rien. Alors je loue un sax soprano, mais je trouvais ça trop lourd. Alors j'ai acheté un alto, mais je trouvais ça encore trop lourd. J'étais flemmard. Et puis je suis allé chez des gens qui avaient du fric en banlieue ouest. Et il y avait un orgue, je me suis assis devant l'orgue. C'est plus moi qui portais l'instrument, c'est l'instrument qui me portait. Il y avait un siège. J'ai trouvé ça génial. Mais entre-temps, j'avais rencontré des musiciens et je devais faire leur light show. Sauf que des potes du lycée. Hein. Sauf que on répétait l'après-midi. Il n'y avait pas l'obscurité. Donc je m'ennuyais. Alors j'ai commencé par prendre un tambourin, mais comme je parlais anglais, j'ai commencé par écrire les paroles des chansons qu'on jouait, tu vois. Donc je suis devenu le chanteur du groupe à cause de ça. Et très vite, au bout de quelques mois, on a fait avec Francis Gorgé, on a fait notre premier concert ensemble au lycée Claude Bernard. Et avec en première partie, on avait ces premiers concerts de rock qui étaient organisés au lycée. C'est nous qui l'organisions aussi. Et en première partie, un soir, il y avait Red Noise avec Patrick Vian. Et nous, on était en première partie. Et le deuxième soir, c'était Dagon, avec les frères Lantin, Jean-Pierre Lantin, Dominique Lantin, etc. Ouais. Et donc, c'est venu comme ça. Mais c'était amateur, on faisait ça comme... moi, j'étais passionné, mais j'avais été passionné aussi par la collection de timbres. Hein. Et puis un jour, je me suis dit, mais quand même, ce qu'on fait avec Francis, on enregistrait au casque. On improvisait, parce que comme j'étais nul, lui, il avait des bases. Moi, j'en avais aucune. Donc l'improvisation me permettait de me lancer sans filet et d'y aller. Et on enregistrait au casque dans ma chambre. Et puis, un jour, je dis, mais c'est fou ça. La musique qu'on fait, c'est aussi bien que ce que j'entends, genre le pop club de José Arthur à l'époque, des trucs comme ça. Tu vois. Mais j'écoutais aussi bien Sun Ra, Luc Ferrari, Don Cherry au pop club que Brigitte Fontaine et tout ça. Ouais. Et alors je me dis, je vais appeler des producteurs. Alors pendant une semaine, j'ai appelé des producteurs qui m'ont évidemment envoyé promener. Et le samedi soir, je vais à une fête à Louvciennes aussi, chez des gens qui avaient du blé. Et il y a un type chauve, je te dis ça parce qu'à l'époque, on avait tous des cheveux juste là, qui me dit, mais je lui raconte ça. Et il me dit, mais moi, ça m'intéresse, je suis producteur.
je suis producteur de Free Jazz, et Sébastien Bernard, Sun Records. Et il me dit, on peut écouter ce que vous faites? Je dis oui. Il me dit, lundi 17h, à 17h05, il me dit, t'arrêtes le magnéto, 15 jours de studio, ça te va? Et on a enregistré les premiers morceaux de Défense 2 avec Francis en duo. Sauf qu'au bout de 6 mois, le gars, il a fait écouter nos bandes à Alan Silva, Frank Wright, à Noah Howard. Il me dit, c'est quoi cette musique? C'est de la merde, ça. Donc, au bout de 6 mois, il m'a donné la bande 8 pistes. Et il m'a dit, si j'ai un conseil à te donner, fais autre chose que de la musique. Alors, j'étais vachement énervé, donc j'ai monté le label Greux, je l'ai produit, j'ai produit Défense 2 en me disant, mais il est con ce type, moi j'adore faire de la musique, pourquoi, tu vois? Je ne l'ai pas cru. Et ce qui est drôle, c'est que, donc on avait 22 ans à l'époque. Ce qui est dingue, c'est que c'est le seul disque qui m'a rapporté de l'argent et qui encore aujourd'hui, on va dire la reconnaissance internationale que j'ai, c'est grâce à la liste de North With Wound sur lequel il est. Ouais. Et c'est tu vois, tous les trucs qui arrivent depuis toujours, hein, mes contacts, Thurston Moore, Trent Reznor, tout ça, c'est des fans de Défense 2. Ouais. Et j'en ai fait plus d'une centaine ensuite. Mais c'est celui-là qui a le mieux marché. Ouais. Voilà, donc Défense 2. Et suite à ça, je rencontre Bernard Vitaye à une fête à La Borde, la clinique antipsychiatrique de La Borde. On est allé à une fête de soutien. Et je joue dans Opération Rhino avec Bernard. On était une quinzaine. Hein. Ouais. Alors j'avais acheté un synthé parce que j'avais été fasciné par un mec qui me disait, mon père avait un truc génial, c'est que quand je voulais un truc, c'est arrivé 2-3 fois, il me disait je t'en paye la moitié. Donc je bossais tout l'été pour payer l'autre partie, quoi. Et donc j'ai acheté un ERP 2600 à ce moment-là, mais pour tous les musiciens qui m'intéressaient, le synthé, c'était du krautrock. Donc il disait non, pas. Et je jouais aussi de l'alto, du sax alto, mais je jouais très mal du sax alto, alors que j'avais bien compris des trucs au synthé. Et donc Bernard a vu, je vais quand même mon synthé. Bon, je me souviens avec Denis Clasero, il me donnait des tuyaux entre les morceaux avec mon sax, que je n'étais pas très fort. Et j'ai repéré, je savais qui était Bernard Vitaye. Je l'ai repéré, lui, il venait d'avoir une rupture amoureuse. Il avait des bouteilles de bière vides qui tapaient en percussion comme ça, jusqu'à ce que ça éclate. Et il y avait 1 mètre autour de lui, personne ne s'approchait parce qu'il y avait du verre brisé tout autour de lui. Et, donc les deux, tu vois, chacun à un bout de la scène. Bon, à la fin, je suis allé le voir, je lui ai dit... mais tu sais, en plus, j'ai été te voir parce que j'avais essayé toujours je connaissais personne, donc j'ai cherché des musiciens impliqués politiquement. J'étais allé voir Didier Levalet, vachement sympa. Et puis, j'avais appelé Bernard qui m'avait envoyé promener. Puis, il y a peut-être 2 autres, j'ai oublié. Et là, je vais le voir et on accroche pendant 3 jours. Il me parle de Thelonious Monk, de Varese, de Webern. Moi, j'étais aux anges. On commence à improviser chez lui. Il avait son atelier. Et c'est super ce qu'on fait. J'adore, quoi. Je comprends pas très bien ce qu'on fait, tout ça, mais il y a un truc. Et donc, je me suis dit, c'est con parce qu'il y a Francis d'un côté, Bernard de l'autre. Donc, ce serait bien s'ils s'entendaient. On pourrait faire un trio. Voilà. Et à ce moment-là, la cellule cinéma du Parti communiste français organise un stand à la fête de l'UMA. Et ils me disent, tu fais ce que tu veux, là, si tu veux. Parce que, en fait, déjà, donc ça doit dater c'est 76. Si tu veux, j'avais déjà mon synthé et je bossais déjà parce que le fait d'avoir acheté un synthé et que j'étais improvisateur, je faisais déjà de la musique de film parce que je faisais la musique de mes films, parce que je suis rentré en 71 à l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS. Ouais. J'en suis sorti en 74. J'étais le plus jeune de ma promo. Ils avaient tous plusieurs années de plus que moi. Et je faisais en fait, quand tu parles des bruits, de la musique, des paroles, ça faisait une partition sonore qui est un concept qui vient de Michel Fano, un type qui a fait toutes les partitions des films de Rob Grillet et qui considérait que l'ensemble
ça faisait une partition sonore qu'il fallait tout prendre en compte. Et des fois, tu vois, il fermait un rideau qui se transformait en cri, quoi, des trucs. Pour moi, c'était extraordinaire comme monde. Plus un autre type qui était, lui, dans nos enseignants, hein, qui était sur l'écoute. Et il s'appelle Aimé Aniel, et c'est le père de Sophie Aniel. Ah ouais. Et donc, Aimé, qui est devenu psychanalyste et dont j'ai repris les cours, j'avais 25 ans, hein. Ensuite à l'IDEC, à 27 ans, j'étais responsable des études de la première année. Je me suis mis à bosser et on était les premiers à avoir des home studios, les musiciens. Donc, comme j'avais un synthé et que à l'époque, il fallait écrire la musique, un copiste, des studios de répétition, des studios d'enregistrement. Moi, les réalisateurs qui venaient faire des courts-métrages, des documentaires, ils venaient à la maison, ils mettaient un agra, un magnéto à la sortie de mon synthé, ils repartaient avec la bande sous le bras le soir. Ouais. Donc tout de suite, j'ai travaillé et j'ai monté mon studio en fait en travaillant comme ça. Donc je travaillais. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu les mecs du. Parce qu'à l'époque, tous les techniciens, même tous les gens, les intellos dans le monde de la musique, du cinéma, ils étaient tous au Parti communiste et à la CGT. Hein. Alors, ils n'avaient pas le même discours que le comité central. C'est pour ça que je suis jamais pris de carte. Si vous voyez le jour où le comité central tiendra le même discours que vous, bon, bah là, j'adhérerai, mais en attendant, non. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. Très vite, j'ai loué une petite maison en surface corrigée. Tu sais, c'est la loi de 48 où quand on ne tient pas tout le confort, je payais rien, mais j'avais une cave. Et on a commencé à jouer en 76. Donc Bernard et Francis se sont bien entendus à la fête de l'UMA. Et on a décidé de monter un drame musical instantané. On a un jour au café d'en face de chez moi, on a cherché un nom qui dirait ce que c'est, parce qu'on nous on comprenait même pas ce que c'était comme musique. Et à l'époque, il y avait un quatrième qui s'appelle Bruno Schneeblin et qui a monté le groupe Ilotopie, un groupe d'intervention, spectacle urbain, etc., qui a vachement bien marché de son côté, mais très vite, on est resté trois. Francis supportait pas parce que pendant les concerts, c'était très acting. Il voulait peindre en vert, je veux dire, sa Gibson, et l'autre, il a dit non, tu touches pas à ma Gibson. Ils sont pas entendus. Donc on est devenu trois, puis on a monté le drame. On jouait à l'époque, on jouait tous les jours. Hein. C'est incroyable. On jouait 3 semaines à la Vieille Grille, 3 semaines au Riverbop, 3 semaines aux 3 Maillets, mais on jouait 300 à Paris simplement, sans parler des. On jouait tout le temps, quoi. Ah ouais. Et donc, j'ai cherché un producteur, même chose. Je me souviens que j'avais contacté Jean Rochard, c'est en 77. Il commençait. Il n'est jamais venu au rendez-vous. J'ai attendu 2 ans. J'ai dit, tant pis, on le produit aussi. Donc, en 79, on a produit Trop d'adrénaline nuit. Et ensuite, on rencontre Werner Hullinger, qui avait Hadrout. Ouais. Et Werner nous commande un disque. Donc, on écrit un disque entier, c'est Rideau. On écrit, et c'est les premières pièces qu'on commençait à trouver intéressant. On avait envie d'écrire, pas simplement d'improviser. Et on a écrit ce disque. Et la femme de Werner, Pia, est tombée malade. Il a dit, bon, j'arrête là pour le moment. Ça, c'était en quelle année, à peu près ? 80. Et c'est au moment de la mort de Beb Guérin, qui était très proche de Bernard. Il revient 6 mois plus tard, et il nous dit, bon, alors on le fait ce disque. On dit, bah ouais, on est tout prêt. Il dit, bah non, je veux un truc de maintenant. Attends, 6 mois plus tard. On avait tout fait. On l'a envoyé chier. On a dit, bon, écoute, ça suffit maintenant. À partir de maintenant, on ne demande plus à aucun producteur. À partir de maintenant, on produit nous-mêmes les disques. Parce qu'on perd trop de temps à des discussions comme ça. Et puis voilà. Et puis tu vois, ça fait 51 ans que ça existe. Ouais. Et on continue. Et moi, je continue à produire en étant indépendant. Parce que mon idée, toujours, c'était l'indépendance. C'est pour ça que j'ai pas fait de cinéma tout de suite, du moins. C'est que le cinéma, ça coûtait beaucoup trop cher. S'il n'y avait pas de vidéo à l'époque, il n'y avait même pas les VHS et tout ça. Hein. Ouais. Et j'aurais pas pu être indépendant. Alors qu'en musique, je pouvais être indépendant. Avec mon synthé, c'est une sorte de fantasme d'orchestre symphonique. Et puis bon, et pour la petite histoire, j'ai toujours cherché à savoir pourquoi on faisait cette musique
bizarre, quoi. Et j'ai fini par comprendre que d'une part, j'avais remplacé le contrepoint et l'harmonie euh, par une adaptation de la syntaxe cinématographique à la musique. C'est-à-dire que je pense en fait en termes de cinéma. Je pense en termes de gros plans, tu vois, décors, hors champ, etc. Le synthé, en fait, j'essayais de reproduire tous les instruments et j'essayais aussi de reproduire tous les bruits du monde. Les vagues, le bruit de la foule, une sirène, n'importe quoi. Et donc, le monde, qu'il soit musical ou sonore, tout simplement, encore aujourd'hui, je l'entends en termes de timbre, d'enveloppe. J'ai remplacé mes grosses incompétences par un nouveau langage et avec des musiciens comme Francis et Bernard, ils comprenaient bien ça, mais Ouais. souvent les autres, ils n'y croyaient même pas que j'étais aussi nul que je le suis toujours. Parce que j'ai Ouais, trouvé des moyens comme tu vois, il y a bien tellement de sûr. manières de faire de la musique sur la planète. J'ai trouvé ma manière à moi. Les deux autres étaient plus. Bernard, il écrivait avec papier, crayon, gomme, mais il touchait pas une souris d'ordinateur. Donc pendant 32 ans de collaboration quotidienne, je prenais sous sa dictée quand il fallait rentrer dans la machine, tu vois, le midi, etc. Je prenais sous sa dictée Ouais, 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 ce que ouais, lui ouais. écrivait. Et puis bon, je me suis mis à essayer d'apprendre la musique. J'ai lu les 4 volumes du traité de Coquelin d'orchestration. Et là, Francis et Bernard m'ont dit, il faut que tu arrêtes, tu dis un banal. Et donc, de l'impro, on s'est mis à avoir envie. D'une part, on a eu envie de composer, d'écrire des trucs. Alors, très laboratoire au début. Bernard avait fait le GRM, Bernard Vité. Euh, Très laboratoire, des trucs expérimentaux. C'était le plus expérimentaux de nous trois. Un peu ouais, et plus expérimental. Et au bout d'un moment, on s'est mis même à jouer des pièces. Et alors l'histoire, c'était ce qu'on avait fabriqué. C'était marrant. Hein. On est parti de l'impro pour écrire. Et quand on a écrit, on s'est dit, ben, c'est bien d'écrire en laboratoire, mais ce qu'on a fait en laboratoire, il faut arriver à le jouer en public. Ne manquez pas la suite des aventures de Jean-Jacques Birger dans le prochain épisode de Planéta, la revue sonore des musiques nouvelles. Vous pouvez écouter ce podcast sur les plateformes numériques Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, Podcastix et bien sûr aussi sur Plan Sonore pour ne rien rater. Abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Planéta a besoin de votre soutien.